Extra naturel, comme chaque lundi, va parler avec Damien Lafont du dossier de la semaine, de la publication qui est mise en ligne le lundi sur Terra Cultura. Damien Lafont, vous êtes le rédacteur en chef de Terra Cultura. Bonjour. Bonjour Frédéric, ravi de revenir cette semaine pour un nouvel article. Alors cette semaine, vous nous emmenez dans le nord, le froid, mais c'est pour un spectacle merveilleux. Vous avez décidé de nous parler des aurores boréales. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est toujours merveilleux de regarder les aurores boréales. Euh, je vais commencer par la fin, si vous voulez bien. J'ai bien aimé cette citation dans votre texte, qui conclut votre texte. Vous dites: les aurores boréales sont bien plus qu'un phénomène lumineux. Elles incarnent l'union parfaite entre science et spiritualité, entre nature et culture, et nous invitent à contempler la beauté du monde dans toute sa complexité. Alors, on comprend mieux la fin quand on a lu un petit peu tous vos récits, parce que vous balayez les traditions. C'est-à-dire que nous, les Gaulois, on pensait que le ciel allait nous tomber sur la tête euh, quand il y avait une éclipse, quand le plafond de nuages était très bas. On se demandait si le soleil allait revenir. Et dans toutes ces cultures, au-delà du cercle polaire, eh bien, ces aurores boréales qui ne sont pas présentes toute l'année sont des grosses intrigues et elles ont de quoi intriguer les populations. Alors, il y a de merveilleuses photos, je vais les partager quand vous allez prendre la parole. Euh, mais vous avez décidé de balayer tout ça. Vous avez séjourné en Islande et vous nous offrez déjà des photos et après quelques récits. Comment ça s'est passé? Parlez-nous des périodes à laquelle il faut aller là-bas pour voir ces aurores boréales. Alors oui, il y a des périodes. Alors on parle déjà d'aurore boréale quand ça concerne l'hémisphère nord, c'est celle qu'on connaît le plus, parce que c'est celles qui sont partagées le plus facilement, avec donc toutes les parties qui sont à la limite du cercle arctique. L'Islande par exemple, la Norvège, la Finlande, ça peut être aussi dans le nord du Canada, etc. Tout ce qui concerne l'hémisphère sud, on va appeler ça des aurores australes. Donc nous, on a concerné l'article voilà, sur les aurores boréales. Et il y a des saisons, effectivement, parce que en fonction de ces saisons-là, il ne fait pas nuit tout le temps. Donc en Islande, par exemple, si vous allez en Islande au mois de juillet, forcément, il fait jour eh bien, toute la journée et on n'aura pas de nuit, et ce qui va être une contrainte pour l'observation. Donc à partir du mois de septembre, mi-septembre, quand les journées commencent à tomber, que le ciel est bien noir, il n'y a pas de nuages, eh bien, on va pouvoir commencer à observer ce phénomène. Et c'est à peu près du mois de septembre jusqu'au mois de mars, avril, parfois jusqu'au mois de mai. Donc, il y a quand même une grosse période. Mais on va dire que la période, elle est en ce moment-là, c'est vraiment le début de saison avec les premiers les éclats d'aurore boréale dans le ciel. Alors, on va revenir sur ces traditions qui m'ont beaucoup intéressé. Euh, Comment c'est interprété dans le monde ces phénomènes? C'est une intrigue, donc ça on fait appel à quoi? Aux dieux, aux Là, il faut se légendes. remettre, ouais, voilà. Ça parle de guerriers, ça parle de renards. Ça va dépendre d'endroit, ouais. Si on commande par l'Islande, pardon. Si on Parce commande par que l'Islande, par exemple, qu'est-ce qu'ils en disent les Islandais? Et déjà, il faut se mettre à la place des gens qui, des années auparavant, des milliers d'années auparavant, euh, n'avaient pas de preuves scientifiques, et puis se retrouver la nuit à voir ça, pouvait être un peu surpris, ça pouvait amener à croire des choses. Et certaines populations, donc comme les Islandais, eux, ont remis ça sur le fait que ce soit aussi de la magie, que ce soit aussi avec les guerriers. On reste quand même dans des endroits où il y a eu des batailles, beaucoup de guerres, etc. Donc, chez les cultures, on va dire, plus du Nord, ça va être vraiment confronté à ce qui est un petit peu au sens guerrier, voilà, oui. Donc, si on lit votre article, ce sont les âmes des guerriers qui s'envolent, Qui s'envoleraient qui vers le ciel. repartent, hein, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Il y a la tradition inuite, donc en Alaska. Qu'est-ce qu'ils en disent, eux?
Bah, pour eux, en fait, les Inuits, ce serait quelque chose qui serait plus un ballet dansant dans le ciel. Ils ont peut-être ce côté un peu plus poétique qui voyait comme une tête de morse, comme un ballon qui jouait, qui dansait dans le ciel. Donc on a ce côté un peu euh, on va dire, plus cool, quoi, plus posé. Euh, Eux, ils ont été plus confrontés que certains pays comme l'Islande. Ils ont beaucoup plus d'aurores boréales parce qu'en Islande, il n'y en a pas non plus partout. C'est vraiment une certaine région de l'Islande. Ça passe pas dans d'autres régions. Donc, eux, ils ont aussi pas la même lumière. Faut savoir qu'en fonction de la saison, de la période, de l'altitude, il n'y a pas la même luminosité dans le ciel et il n'y a pas aussi la même interprétation. En Islande, on va avoir des aurores boréales peut-être un peu plus vertes, violettes. Quand on remonte un petit peu, on va avoir des explosions de lumière, rouge, orange, rose aussi. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et eux, ils n'ont pas la même vision que d'autres parties enfin, du territoire arctique. Et chez les Vikings, ce sont des guerriers, les Vikings. Vikings, oui, c'est bon, ils sont connus pour avoir fait beaucoup de batailles, beaucoup de guerres. Donc, eux, c'est en lien avec les dieux et les guerriers, quoi, hein. Voilà. Et chez les Samis, donc Non, les Samis, c'est les Laponie. indigènes de la Laponie, ouais. Eux, c'est des esprits bienveillants. Moi, ça m'intéresse ce côté-là parce que moi qui vis une partie de l'année à Bali, il y a aussi ce côté esprit et représentation aussi d'une statue ou d'un dragon, par exemple, qui peut ressembler à un dragon, mais qui est aussi ici pour protéger les bons et les mauvais esprits. Et il y a le côté aussi bienveillant. Donc, ça peut être une croyance positive. Mais ça peut être aussi euh, comme une croyance liée à un trop de. Ça peut être tout l'inverse aussi avec un surplus de colère ou quelque chose qui peut aussi leur tomber sur la tête, quoi. Donc, Hmm. il y a ce côté un peu aussi comme peut-être les Incas avec le soleil, quoi. C'est un peu le dieu qui va gérer la journée, les saisons, bah ouais, avec le terme de saisonnalité, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous expliquez dans l'article, c'est qu'il y a un côté admiratif où on le contemple et c'est quelque chose de positif. Mais dans la tradition, interdiction de jurer ou de le pointer du doigt de peur de Exactement. s'attirer de Du mauvais céleste esprits. et du divin, quoi. Voilà, on est entre les deux. Mais ce Et qui est intéressant maintenant, c'est qu'on est quand même tous, je pense, intéressés par ce phénomène et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'observer et ça a vraiment fasciné le monde, ça fascine le monde entier. Une image d'aurore boréale, je pense que c'est quelque chose qui tout de suite nous éblouit et j'imagine les gens à l'époque qui n'ont pas eu de preuves scientifiques, qui n'ont pas encore compris le phénomène, qui pouvaient vraiment être surpris de ça et se dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver, quoi? C'est ouais, c'est- c'est quoi c'est- ce phénomène? c'est Qu'est-ce qui se exactement ça. passe? Ça nous échappe. Et on va terminer par la dernière, alors, c'est celle que j'ai trouvée la plus poétique. Ce sont les Finlandais. Oui, en Finlande, les aurores boréales, c'est le Revontulet. Ça veut dire la queue du renard, le feu de renard, qui est imagé en fait comme le Firefox, cette queue de renard qui danse dans le ciel. Il faut voir les aurores boréales, quand on regarde les images, elles forment plusieurs formes. Du coup, ça peut prendre euh, une forme sinusoïdale, par exemple, ça peut être une courbe, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas statique. On le voit un petit peu dans la vidéo parce qu'elle est en accéléré, mais c'est quelque chose qui bouge et qui représente un balai de feu euh, qui bouge tout doucement, mais qui est vraiment très, très, euh, très beau déjà à voir, mais je sais pas comment vous l'expliquer, c'est vraiment quelque chose, quand on voit ça, on est fasciné parce que ouais, ça danse, ça bouge et ça fait comme une espèce de petite flamme qui se déplace avec le temps dans le ciel. Ça dure peut-être entre 15, 20 et 30 minutes parfois. Et ça peut être beaucoup plus longtemps, mais c'est des apparitions. C'est 30 minutes et puis il n'y a rien pendant 30 minutes et puis ça revient avec une autre forme, une autre couleur, à un autre endroit du ciel. C'est vraiment magique. Bon, ça met l'eau à la bouche, ça donne envie d'y aller. Il y a toujours le revers de la médaille. On est nombreux sur cette planète Terre, de plus en plus nombreux. Et bah, il y a des mises en garde. Il y a des pays qui ont même pris des positions très fermes sur le tourisme. J'ai du mal à évaluer l'ampleur. Il y aura une pollution déjà lumineuse, concrètement. Le but, c'est que pour voir des aurores boréales, il faut qu'on soit dans un cadre déjà météorologique.
favorable. Pas de vent, pas de nuages, un ciel complètement noir et pas de pollution lumineuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de lumière autour pour favoriser c'est de l'observation comme on pourrait observer les étoiles. Euh, Comme ça a pris de l'ampleur, ça a créé des voyages spécifiques et un tourisme, on va dire, de masse à certains endroits où, pour bah, forcément ne pas être dans une ville et être gêné par la pollution lumineuse, on peut se retrouver dans des endroits où il y a une faune et une flore, par exemple. Donc, il y aura un attroupement de personnes qui vont se retrouver à un endroit où il y a une faune et une flore qui vivent déjà ici. Et c'est un tourisme qui prend de l'ampleur parce que en Islande, par exemple, il y a des voyages spéciaux aurore boréale. Alors, ils ne durent pas très longtemps, ils vont durer quelques jours, mais les gens se déplacent que pour ça, pour photographier, pour voir une fois dans leur vie les aurores boréales. C'est un voyage de luxe presque. Ça se pratique aussi en Islande, en Norvège. C'est bon, il y a quelque chose à faire de ce côté-là sur les C'est défis ça, c'est-à-dire que environnementaux, quoi. on comprend dans votre article que ce tourisme organisé implique d'avoir des infrastructures qui vont justement perturber L'écosystème, l'écosystème local parce qu'il faut implanter des hôtels, de quoi réceptionner c'est ça. tout ce Un monde, transport, ouais. parce qu'il va rester non pas une nuit, mais plusieurs en général. Et tout ça s'organise parfois mal, et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir et le réglementer en quelque sorte. Il faut vraiment ouais, le réglementer. En fait, ce qui est un petit peu, on va dire, triste dans cette pratique-là, c'est que déjà, ça enlève un petit peu la magie du spectacle. C'est-à-dire que euh, dans mon expérience personnelle, moi, quand j'ai vu des aurores boréales, c'est vraiment, on va dire, un coup de chance, mais parce que aussi la curiosité de se dire, bon, allez, il est 21 heures, je vais regarder au ciel, ça a l'air dégagé, et puis rien, et puis revenir une demi-heure après, et hop, la magie opère, 30 minutes, on se dit, waouh, c'est génial, c'est un plus, quoi. De se déplacer pour ça, dans des endroits où concrètement, en plein hiver, au mois de, je sais pas, je vais dire au mois de décembre, en Finlande, à des endroits où il n'y a personne, il fait nuit toute la journée presque, mis à part voir des aurores boréales, il n'y aura pas non plus 50 000 activités à faire. C'est vraiment du tourisme qui est fait pour ça, quoi. Je sais qu'en Islande, au départ de Reykjavik, la capitale, il y a des départs en bateau qui font des mini-croisières à partir de 20h30. Et bon, c'est pas des petits bateaux, hein, c'est des bateaux où il y a quand même un peu de monde dessus, je pense 200 personnes, qui partent en mer pour 2 heures de bateau, juste pour voir une aurore boréale de la mer, quoi. Donc, faut s'imaginer ça tous les jours, toutes les compagnies qui le pratiquent. euh, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose d'important pour voir des aurores boréales. Alors bientôt, on n'aura peut-être plus besoin de se déplacer, Ah bah, en ce moment, on n'a plus besoin, effectivement. puisque depuis quelques semaines, là, le soleil, notre soleil est très actif. Il nous envoie assez régulièrement des tempêtes solaires. Et puis, à ma grande surprise, j'ai vu qu'elles étaient toutes plus conséquentes les unes que les autres. Ben, cette semaine, par exemple, enfin, ou la semaine dernière, puisqu'on est lundi, pareil, on a eu une alerte nous avertissant et on est à la mi-octobre. Et en France, et le mois dernier aussi, il y en a eu. On peut commencer à voir quelques aurores boréales. Alors, j'ai vu des photos. Alors, elles ne sont pas sur votre site, mais on les trouve un petit peu partout sur Internet. On a des aurores boréales qui sont plutôt roses. Ouais, Euh, rose, orangé. oui, c'est ça. Donc, bon, bah, si vous avez la chance, parce que moi, j'ai essayé. Moi, je suis au milieu de la France. Alors, si j'ai bien compris, ça s'arrêtait au pays de la Loire, au-dessus de la Loire, en tous les cas. Je crois qu'il y en a dans le sud qui en ont vu. Moi, j'ai essayé, mais alors, avec le vent du sud-est, je vous garantis qu'il n'y avait rien du tout. Mais moi, j'ai vu Voilà. des images, on en a vu en pagaille, hein, des images sur Internet, hein. Voilà. Et puis Et moi, 2 jours j'ai de pas haute eu. intensité. Je les guette peut-être un jour parce que il faut aussi que les conditions météo soient réunies, qu'il n'y ait pas de nuages forcément, hein, et qu'on ait, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on évite la pollution lumineuse. Et c'est pas toujours le cas là où on se trouve. Ah, là, faut sortir de la ville, faut se mettre à un endroit où on est bien dans le noir et ça facilite. Mais je vous ai partagé dans le site internet ce petit lien aurora-maniac.com qui donne une petite idée de ce que représente en fait la chasse aux aurores boréales. Ça donne à peu près à 30 minutes en temps réel.
Là, on le l'endroit où voit, se on trouvent le les voit à aurores l'écran. Donc, boréales. c'est un site, c'est un lien que vous mettez hein, dans votre article. Ouais, ouais. Alors, s'il y a des Et gens qui veulent regarder, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment euh, où ça se présente en général. Ça permet d'identifier un petit peu sur la carte où se trouvent euh, les, les aurores boréales. Et puis, c'est un site aussi un peu scientifique où il y a des explications et puis il parle un petit peu aussi de tout ça avec les tempêtes solaires. Donc, c'est assez intéressant. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas trop concernés. Voilà, là, depuis quelque temps, voilà, il y a pas mal, ça bouge un peu dans le ciel, on va dire, européen, français. Mais faut se tenir au courant. C'est vrai qu'il peut y avoir de belles choses. voilà, donc il y a des opportunités en ce moment. Le soleil est très actif et éventuellement renseignez-vous, regardez, ça fait parfois la une de l'actualité régionale. Euh, la semaine dernière, on en parlait. Vous avez lancé une cagnotte euh, pour faire fonctionner votre association, mais pas que, parce que le principe de votre association, c'est aussi d'aider des populations locales, d'apporter votre contribution à des projets. Où est-ce Oui. que vous en êtes? La semaine dernière, on était à 500 euros. J'ai vu que la cagnotte monte finalement. Eh ben oui, ça monte. On s'approche des 1000 euros. Il reste une dizaine de jours. Donc, je crois vraiment qu'on va réussir notre objectif. Et il y a une partie de ce montant qui va servir donc oui aux populations locales, peu importe l'endroit, mais en fonction des reportages qu'on fait quand on est sur le terrain. On voit des situations, comme je disais, d'urgence, parfois avec des gens qui ont des besoins importants tout de suite. Donc, ça permet de débloquer un fonds pour ce programme d'urgence et puis aussi de soutenir d'autres associations qui pourraient avoir des choses intéressantes sur des filtres à eau, par exemple. Euh, voilà, de l'éducation aussi avec des enfants, des écoles qui ont besoin de matériel éducatif ou sportif aussi, parfois, c'est bien pour le périscolaire de choses comme ça. Voilà. Donc, ça sert au développement du site internet, de l'application Terra Cultura voilà, sur les réseaux Android et Apple, mais ça sert aussi à rétribuer les photographes, reporters qui nous suivent et qui participent. Parce que là, on a de plus en plus de sollicitations, il y a de très beaux articles qui arrivent, vous allez voir. D'accord. Euh, donc, on y croit et je pense que ça va le faire. Ben, j'espère pour vous. En tous les cas, c'est bien parti. Donc, vous êtes à 800 et quelques euros maintenant. En une semaine, ça a bien évolué et vous visez les 1500. Les 1500, ouais. C'est À pas très, savoir très qu'on a eu. gourmand. Non, on n'est pas très gourmand parce qu'on a aussi des partenaires extérieurs. Et puis là, on a créé d'autres relations avec des partenaires intéressants aussi qui vont nous faire beaucoup de visibilité. Donc, ça progresse tous les jours, un peu plus. Et ça offre une année 2025 intéressante, je crois. Très bien. Est-ce qu'on a droit à un aperçu de ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, si je me trompe pas, là, on va être sur euh, un article, normalement, je ne suis pas encore certain, mais sur les crocodiles. Ah, Ouais, crocodiles de mer et crocodiles d'eau douce, avec des photos qui proviennent plutôt d'Australie. Parce qu'on a donc une reporter qui se trouve en Australie en ce moment et qui fait beaucoup de belles images. Et l'article est très intéressant. Donc, on devrait partir sur ça normalement. voilà. Donc, je le rappelle, hein, l'association, hein, puisque vous êtes un site internet, mais aussi une association, Terra Cultura, c'est la réunion de photographes qui sont répartis partout sur la planète. Et de cette façon-là, vous collectez les légendes, les cultures du monde, comme on l'a partagé aujourd'hui en parlant des aurores boréales et des différents pays, des différentes croyances. Et on s'en va un coup à Bali, un coup en Australie, un coup dans le nord. Donc, en Donc Guyane. voilà, très bien. Eh ben, écoutez, donc au plaisir de découvrir les crocodiles la semaine prochaine alors. Ouais, il y a des images assez impressionnantes. C'est vraiment avec des populations locales qui vivent au bord de tout ça, quoi. C'est assez impressionnant, vous allez voir. Très bien. Merci beaucoup, Damien. Merci, Et Frédéric. à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine.